Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Logique sociale, collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Roland Guillon, La politique et l'art. Entre globalisation et pandémie, 2020. Philomène Nicole Eyne, Souffrance au travail. La sphère privée en appui du combat des salariés, 2020. Juan Luis Klein et Bernard Pecker-Odir, Les Living Labs, une perspective territoriale, 2020. Georges Jourdam, Au croisement du travail et du politique, l'emploi salarié. Le cas français, Mutation et transformation, 2020. Jacqueline Feldman, Françoise Laborie, 1938 à 2016, Histoire d'une femme en sciences, 2020. Mathieu Sordet, La demande d'asile en France, la pénitence civilisée, 2020. Lionel Clariana, Laïcité, radicalisation et protection de l'enfant. Articulation et enjeux sociopolitiques, 2020. Eguzki Urteaga, L'essor du vote nationaliste basque, 2020. Alexander Maria Leroy, Penser la sexualité des personnes âgées. De Disney à l'EHPAD du XXIe siècle, 2020. Mélodie Jean-Rédire, L'œuvre du genre, 2019. Gilles Veilleillemarchisset, La conversion des corps, 2019. Aurélie Netz, Les cercles de femmes. Ritualiser l'identité de genre dans les spiritualités alternatives, 2019. Roland Guillon, La question sociale face à la globalisation, 2019. Remerciements. Ce livre n'aurait pu être mené à son terme sans l'aide précieuse tant par ses conseils avisés, que par ses suggestions appropriées de Magali Ernouf qui fit office en quelque sorte de PhD HDR et d'avoir suscité un dialogue constructif afin d'achever la rédaction de ce livre. Je dois aussi remercier Salvador Juan pour avoir consacré beaucoup de son temps dans la lecture de quelques-uns de mes textes sur l'anomie, ainsi que sa lecture d'une partie de ma thèse, Actualité du concept d'anomie consacrée pour une partie non négligeable à Durkheim. Je remercie vivement Alain Caillé pour m'avoir fait connaître l'essai sur le don de Marcel Mauss, ainsi que d'avoir vécu ses cours de façon pleine et entière. Je dois saluer l'existence de sa revue, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales qui contribue activement au débat d'idées. Que soit aussi remercié Yves Dupont qui fut mon directeur de thèse, et pour la confiance qu'il m'accorda afin que je sois son chargé de cours en licence de sociologie sur la question de la faim des paysans. Je dois complimenter Michel Larivière pour l'illustration de la première page de la couverture. Enfin, je remercie chaleureusement Bruno Pequignot, sans lequel ce livre n'aurait pas été publié. Dédicace. Ad fratres Ineremo. À la mémoire de Jean-Marie Guyot et de Jean Duvigneau. Introduction. Il existe des concepts dont la vie dans le champ universitaire mériterait une meilleure réception, puisqu'ils contribuent à rendre intelligible un ensemble de phénomènes que ceux-ci subsument, pour en dégager une unité transcendant la multiplicité des perceptions apportant à la connaissance le dépassement de ce que perçoit le sens commun. C'est le cas du concept d'anomie, qui relève tant de la sociologie que de la philosophie morale. Il devrait l'être du fait que l'anomie est et reste indubitablement un facteur explicatif du phénomène suicidaire, ainsi que l'a analysé Émile Durkheim bien que ses héritiers l'ont dédaigné. Force est d'admettre que nous vivons de moins en moins sous l'influence d'une conscience collective qui permettait de faire converger les individus vers des fins communes et partagées, à partir desquelles la société en sortait renforcée. Il s'avère que celle-ci tend à s'absenter des consciences individuelles, pour lesquelles la transcendance normative se délite peu à peu sans qu'aucun référent de substitution ne surgisse pour pallier les effets délétères de l'anomie. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui depuis l'avènement des 60s,
C'est à la revendication de la libre expression des désirs qui ne sauraient souffrir que la société vienne leur rappeler qu'elle existe, qu'elle implique que soient respectées certaines limites à ne pas outrepasser. Durkheim, quant à lui, y voit un danger d'atomisation du lien social de sorte que celui-ci engage une réflexion visant à rétablir la société dans ce à quoi elle concourt, à savoir établir une forme à partir de laquelle l'individu peut référer ses actes sans sombrer dans l'anomie, agissant de sorte que ce qui constitue la société reste pérenne. Le dénuement axiologique qui est le nôtre croît, et avec lui, c'est l'individu qui cherche une direction dans un agir de plus en plus défectueux et indéterminé. Notre conscience n'entend plus qu'un faible écho d'une morale du devoir, pour cette raison que les individus veulent de moins en moins y adhérer. La morale est en effet vécue comme une contrainte qui fait obstacle à l'épanouissement d'une subjectivité mue par le principe et la recherche du plaisir. L'anomie est devenue une réalité où la morale n'existe qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'hédonisme que cultivent nos sociétés. La logique de l'action soumise à l'anomie engendre une incertitude croissante quant aux fins que jadis nous poursuivions. On pourrait ici reprendre le propos d'Alan Bloom quand celui-ci emploie pour qualifier l'état de notre culture le terme « d'âme désarmée ». En effet, nous n'avons plus de système d'autodéfense face à une situation qui emporte avec elle toute médiation de l'homme, avec ce qui faisait de lui un être mu par l'accord avec des règles qui s'imposaient à lui comme une nécessité interne à sa conscience. L'anomie vient ruiner l'action qui consistait à faire de l'individu un être qui était déterminé par une puissance normative, à laquelle il s'identifiait sans y voir une violence faite à sa personne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui vient restreindre ce que nous désirons faire est vécu comme un acte attentatoire à notre liberté. Nul doute que le divorce entre le système et l'acteur, pour reprendre la terminologie tourainienne, est complète. Chacun veut d'abord et avant tout vivre pour lui-même, répudiant ce qui ressort d'une intersubjectivité par laquelle l'homme pouvait trouver un interlocuteur qui permettait de confirmer le travail de socialisation que la société exerçait sur l'individu. Celui-ci est face à lui-même, absolutisé dans la quête qui est la sienne d'une irréductible identité qui émane de son moi. Et c'est bien pourquoi Durkheim, qui était soucieux du sentiment affectif que les individus doivent porter à la société, s'est intéressé au concept d'anomie du fait que celui-ci dirige chacun vers l'amour exclusif de soi. À travers lui, on comprend mieux la pensée qui est celle d'un sociologue qui aspirait à ce que se tissent des liens afin que les individus puissent trouver des références communes à partir desquelles convergent des subjectivités qui n'ignorent pas ce qu'elles doivent à la société. C'est pourquoi la compréhension du concept d'anomie est précieuse afin d'aborder les fins qui animaient la pensée d'Émile Durkheim. Reprendre ce concept, c'est supposer sa pertinence dans la compréhension de nos sociétés décorporées, soumises à une indexation de leur être à l'hybris propre à l'économie capitaliste. C'est la thèse que soutient Michel Clouscar. C'est ainsi que ce dernier remarque que les individus font désormais la loi et liquident les tabous et les interdits de la vieille bourgeoisie libérale pour accéder à la consommation ludique, libidinale et marginale. Ego sum qui sum. L'anomie qui était jusqu'alors contenue se voit libérée de ses fers et livre l'homme à la satisfaction de ses fantasmes. Du temps de Durkheim, ce qui normait l'action était encore en grande partie issu de la religion. Cependant, il faut souligner que l'auteur du suicide savait que celle-ci deviendrait désormais insuffisante pour structurer une existence qui, peu à peu, tend à évoluer au-delà de la simple morale religieuse en raison du processus de sécularisation engagé depuis le XVIIIe siècle. Durkheim avait saisi le mouvement inéluctable de la modernité, ainsi que les mutations vers lesquelles celle-ci tendait. Aussi détermina-t-il une œuvre et un corps de doctrine consacrés à la préservation d'un équilibre social fragilisé, dans le contexte d'une balbutiante Troisième République qui se cherchait encore. C'est pour cette raison que l'auteur des formes élémentaires de la vie religieuse a voulu que la société devienne une réalité incarnant une forme de sacralité laïque à laquelle la sociologie doit travailler dans le but d'une harmonie qui fasse sens pour les individus. Il n'est pas vain que Durkheim ait attaché une place prépondérante à l'éducation, afin que celle-ci puisse permettre l'émergence d'une république faite de valeurs partagées qui entérine l'intégration de chacun dans un système qui donne aux individus le sentiment qu'ils vivent en concordance les uns avec les autres. C'est bien pourquoi Durkheim ne voit pas d'un œil favorable le marxisme,
ce qui provoqua l'ire de Georges Sorel à l'encontre de Durkheim, du fait que la doctrine marxiste repose dans son principe sur la lutte des classes, tandis que l'auteur du Suicide aspire à la recherche du consensus à l'instar d'Auguste Comte. Pour parer les nuisances de l'anomie, Durkheim vise une réglementation des comportements individuels via une éducation morale afin d'éviter que les désirs prennent le pas sur le fonctionnement équilibré de la société. L'homme doit apprendre à se discipliner afin que ses désirs ne le soumettent pas à leur diktat. Tel est le souci premier de Durkheim pour ne pas dire ce qui le taraude et ordonne sa pensée, comme l'attestent les travaux de Marcel Fournier. Cette préoccupation, nous la partageons avec cet auteur de sorte que nous nous sentons dans la nécessité de revenir sur ce concept d'anomie, estimant que celui-ci mérite un meilleur accueil de la part de la sociologie française. Ce qui justifie que celui-ci soit de nouveau présent dans le champ du savoir sociologique, provient du fait que dans le cadre d'une société livrée à la surproduction et par voie de conséquence à un consumérisme exacerbé propre aux sociétés turbo-capitalistes et néolibérales, l'anomie se manifeste comme l'expression d'un malaise existentiel qui va crescendo et de pair avec la construction des centres de soins psychiatriques, indice s'il en est que l'examen du concept d'anomie s'avère nécessaire. Nous ne pouvons ici que renvoyer aux travaux d'Alain Ehrenberg, qui portent sur une santé mentale qui se dégrade au fur et à mesure que l'identité subjective devient de plus en plus incertaine. C'est alors, comme l'a bien vu René Girard, la société qui devient propice à l'apparition d'une spirale mimétique de désirs sans fin où l'homme lutte pour l'appropriation de ce qu'elle convoite sans jamais parvenir à les assouvir. En ce sens, la définition durkheimienne de l'anomie comme mal de l'infini est tout à fait justifiée, car le déchaînement de l'hybris libidinal ignore tout principe limitatif. En sociologues qualitativistes que nous sommes, nous pourrions nous poser la question de savoir ce qui subsiste de notre attachement à la société du fait que c'est le rapport au système des objets, Baudrillard, auquel l'homme adhère qui est devenu prépondérant. Ce système ne possède aucun processus d'intégration de l'individu dans un réseau de réciprocité intersubjective. La culture de masse n'est-elle pas devenue la religion du marché mondial, et la société du spectacle le règne de la marchandise ? Réification et arraisonnement sont devenus les deux phénomènes qui gouvernent les sociétés technoscientifiques. C'est à cet endroit que le concept d'anomie peut être corrélé avec celui d'aliénation, au sens où l'homme n'est plus maître des décisions d'une volonté qui ignore les limites qu'elle ne doit pas franchir. C'est donc pourquoi nous militons pour la reconnaissance de l'efficience heuristique du concept d'anomie, afin d'interroger ce qu'il en est de la finalité première de la sociologie telle que l'avait pensée Durkheim, du fait que ce concept est tombé en désuétude. Ce qu'il faut constater, c'est la pertinence de celui-ci pour dépeindre la réalité qui est nôtre. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'anomie rejoint l'égoïsme du fait que le souci protecteur de la société est devenu secondaire. Une société qui intègre les individus à partir d'une intériorisation des normes qui sont les siennes, se préserve des menaces que fait encourir l'anomie. Force est de constater qu'aujourd'hui, il n'en va plus de même. Néolibéralisme aidant, l'individu acquiert une autonomie de plus en plus grande vis-à-vis de la société. Les normes deviennent de plus en plus relatives et chacun veut faire de soi une œuvre personnelle, quoiqu'il s'agisse d'une injonction faite par la société, qui ne saurait accepter que les lois et les règles qui prédominaient jusqu'alors viennent contrarier le souci exclusif d'un soi tourné vers la réalisation d'une authenticité qu'il cherche vainement à réaliser. La société est de moins en moins présente à l'individu du fait que l'anomie ne va pas sans un germe d'égoïsme, lequel cultive un quant à soi insensible à toute extériorité normative qui viendrait freiner la quête libidinale de ses actions. Certes, les lois morales existent toujours, mais leur respect tend à devenir purement conventionnel et sans véritable écho au sein de la conscience comme l'eût voulu Durkheim. Une chose est acquise. Nos sociétés valorisent l'enrichissement matériel et l'appropriation de tout ce qui est possible de l'être de sorte qu'elles favorisent l'émergence du phénomène anomique qui ordonne à chacun de consommer plus dans un univers où le jetable et l'obsolescence des objets de consommation deviennent la règle la plus suivie. C'est ainsi qu'il faut posséder le iPhone du dernier cri, ou tout autre objet dont la durée de vie devient de plus en plus précaire. C'est ce que Durkheim désigne comme déchaînement des désirs, et qui consiste à s'approprier tout ce que ses appétits peuvent s'accaparer.
C'est ainsi qu'il faut comprendre l'anomie qui se développe en parallèle avec l'expansion d'une société, où la logique mercantile devient primordiale alors que la compréhension de l'homme est réduite à sa seule dimension d'homo economicus. Faut-il pour autant estimer que Durkheim se veut le critique de la modernité ? C'est la thèse qu'avance Philippe Besnard. On ne saurait trop souligner l'aspect critique du concept d'anomie qui comporte une condamnation vigoureuse et presque véhémente de l'idéologie de la société industrielle. Dès lors, si l'on juge que le propos de ce dernier s'avère fondé, on peut faire nôtre le propos de Robert Nisbet. On peut établir que face à la modernité naissante, Durkheim développa une réponse et une approche conservatrice. Encore faut-il s'entendre sur cette qualification attribuée à l'auteur du suicide. Conservateur voudrait dire dans le cas présent, que Durkheim pensait la sociologie comme une science afin de trouver des réponses à tout ce qui viendrait nuire à la cohésion de la société. Ce souci fut bien le sien. Et c'est pourquoi il s'est emparé fort logiquement du concept d'anomie, quand bien même il l'abandonna lui-même dans ses ouvrages sur l'éducation. Son souci majeur aura été de penser la société comme si celle-ci devait demeurer une communauté organisée à partir d'une solidarité organique, qui protège son être du risque anomique, d'où la raison de recourir à l'emploi de ce terme de conservatisme à son endroit. Il est bien rare aujourd'hui que des sociologues s'engagent dans un projet si ambitieux et si normatif. Il faut dire que Durkheim n'a pas de mots aussi durs à l'encontre du processus anomique, et c'est ce qui le distingue radicalement de Jean-Marie Guyot pour lequel l'anomie est la condition principielle de l'existence des sociétés ouvertes. C'est cet état qui caractérise la relation entre le système et l'acteur, depuis que mai 68 aura permis l'obtention d'une plus grande latitude vis-à-vis d'un ancien monde, où les codes moraux étaient encore rigides et freinaient les revendications individualistes amorçant l'ère d'une société hédoniste. Cette liberté est due au fait que l'anomie nous distancie des rôles auxquels notre subjectivité s'identifiait, pour laisser apparaître un quant à moi qui ne cherche nullement à justifier les raisons qui le déterminent. Il s'avère que cette liberté est vécue comme un poids, parce que l'individu n'a plus d'intermédiaire entre lui-même et les fins auxquelles il aspire, ce qui entraîne une confusion entre les visées de l'acteur et celles du système. Celles-ci s'effacent même quand les ressources qu'il faut mobiliser pour y parvenir viennent à manquer. Dès lors, les groupuscules sectaires viennent proposer leur aide pour pallier cette carence inscrite dans ce que Robert Castel caractérise comme l'apparition d'un individualisme négatif. L'anomie se retrouve et se développe dans ce qui détermine un processus de désaffiliation vis-à-vis des garants métasociaux de la société. Les liens se détricotent et c'est ainsi que l'individu ne peut que devoir chercher en lui-même les causes de son existence. C'est bien ce qui inquiétait Durkheim, et c'est ce qui justifie que nous devons nous interroger sur la nature d'une anomie qui peut être tout autant négative que positive si l'on se réfère aux travaux de Jean Duvigneau. Plus nous avancerons dans cet ouvrage, plus nous verrons pourquoi. Nous en sommes tributaires à partir du moment où nous n'avons plus d'encre dans les cieux, à partir desquels nous pouvions orienter une action solidaire d'un sens et d'une activité qui s'y rapporte. On ne peut donc que s'étonner de l'éclipse prolongée du concept d'anomie dans le champ de la sociologie française, du fait que la société ne détermine plus rien pour que l'on s'attache à elle, et que les besoins se sont affranchis de toute mesure. À travers cette interrogation du concept d'anomie, une autre surgit, celle qui consiste à se demander si le rapport du sociologue à son objet est encore valide. Le fait que Durkheim caractérise l'anomie comme mal de l'infini présuppose que celui-ci la comprend à partir des cycles où l'économie connaît des phases continuées de croissance. C'est la raison pour laquelle la pauvreté est un état où l'anomie est moins en mesure d'apparaître du fait que la limitation du vouloir posséder toujours plus est inscrite comme une nécessité qui lui est inhérente et acceptée. Se contenter de peu est vécu d'une façon dont nous n'avons plus l'idée du fait de l'impératif consumériste, qui est devenu notre lot quotidien. D'autre part, les luttes sociales ne se réfèrent plus qu'à la seule revendication qui réclame une augmentation du pouvoir d'achat et non à un changement de paradigme politique. Pour ce faire, il serait utile d'étudier les sociétés dites primitives ainsi que l'a fait l'anthropologue Marshall Salin dans Âge de pierre, âge d'abondance, ce qui nous permettrait d'appréhender un autre paradigme quant au rapport que ces sociétés entretiennent avec la richesse. Il serait intéressant de comprendre et d'analyser ce qui se passe à travers le phénomène du potlatch,
qui n'est guère compréhensible à nos yeux du fait que le modèle utilitariste qui nous gouverne ou qui veut s'appliquer à la détermination de notre être, ne nous permet aucune intelligibilité d'une pratique qui ne peut que nous surprendre tant elle nie le modèle économique qui est le nôtre. La question qui se pose est donc de savoir si notre société possède encore un principe sur lequel appuyer son action, pour venir contrarier des aspirations nécessairement vouées à l'échec. Pour y répondre, Durkheim en appelle à ce que l'homme se fasse une morale, qui contrarie la quête avide et démesurée de l'homme à laquelle l'incite une société qui ne valorise plus que la course effrénée à la consommation, là où elle devrait réapprendre le sens de la modération et de la mesure en toutes choses. D'un point de vue général, l'anomie ne nous mène-t-elle pas vers l'impossibilité de vivre ce que nous souhaiterions vivre si nous nous penchions un instant sur ce qui mérite d'être authentiquement vécu ? Il faut bien l'admettre, nous ne pouvons plus rien comprendre de notre vie du fait de l'effondrement d'un système normatif qui déterminait et incluait l'homme dans une morale de l'action, alors que l'anomie fait de nous des êtres sans orientation précise où l'incertitude des fins mène à une impasse axiologique. Le sens que l'on donnait à l'existence s'est retiré au profit d'une course à l'abîme, et nous absente de tout repère auquel nous pourrions nous rattacher. Tel est ce que comprend Parsons, quand celui-ci aborde le concept d'anomie. La pléthorique production de livres sur le bonheur l'atteste tandis que se développe un désert croissant, où il n'y a plus de panneaux indicateurs d'une direction à suivre. Celle-ci est la conséquence d'une société qui ne détient plus aucune intelligibilité de ce qui venait la déterminer. Durkheim, dans Le Suicide, avait identifié l'anomie comme étant une maladie permanente de la société moderne. C'est la thèse que nous défendons. Il faut insister sur le fait que le Dasein est être avec les autres, son destin propre reçoit sa direction de la communauté de destin qui l'unit aux autres. Or notre monde est un monde en ruine qui n'ordonne plus rien et se rétracte dans le non-être. Cependant, on peut se demander si Durkheim a créé une œuvre qui réponde au défi d'une anomie chronique. Je pense que celui-ci a avancé des pistes qu'il nous faut reprendre et développer, du fait que le temps actuel s'y prête bien. Mais peut-on redonner un sens à l'idée de société, alors même que celle-ci est de plus en plus dépourvue de tout fondement si l'on en croit François Dubay ? Quant à Bruno Latour, celui-ci parle à propos de la société, d'une réalité devenue fantomatique. Faut-il lui donner raison ? Une chose est acquise. Me référant à Henri Michaud, je dirais que nous devons désormais nous construire sur une colonne absente, du fait qu'il manque à la subjectivité de quoi puiser dans le sol nourricier de l'éthique les ressources pour déterminer les raisons de son vivre dont il n'a plus conscience. Celui-ci peut se replier dans son fort intérieur, dans cet espace intime qui sert de cachette marquée du sceau du secret vis-à-vis des injonctions d'une société qui réprime toute tentative critique vis-à-vis d'elle. Admettons-le, notre société n'offre guère de rêve à poursuivre. Le changer la vie de mai 81 ne fut qu'une illusion que le tournant de la rigueur allait dissiper. Une question s'impose. La théorie durkheimienne de l'anomie est-elle pour autant achevée ou ne faut-il pas la problématiser davantage du fait que c'est l'idée même de société qui est devenue vide de sens, ce qui fait peu de cas du concept d'habitus cher à Bourdieu comme si celui-ci n'était plus opératoire dans la compréhension de l'agir humain. C'est ici qu'il faudrait développer le concept d'hystérésis, car à partir de ce dernier, on mesure combien l'habitus est devenu un concept qui n'est plus qu'un astre mort. La société à travers ses diverses institutions, ne sait plus se faire aimer comme l'eût voulu Durkheim. L'entreprise durkheimienne consistera qu'elle le soit de nouveau. De toute évidence, cela ne l'est pas, et l'a-t-il été dans le champ de la sociologie française depuis la disparition de l'auteur du Suicide ? Force est d'admettre que Jean Duvigneau aura été le seul sociologue à proposer une interprétation originale de celle-ci, à partir d'une analyse du champ artistique. C'est pourquoi il est nécessaire d'interroger les raisons de cette éviction du concept d'anomie, dont on prétend à tort qu'il est un concept essentiel de la sociologie. Est-ce la sociologie qu'il faut remettre en cause ou bien l'emploi de ce concept parmi les rares sociologues qui se risquent à son usage ? Cette occultation du concept d'anomie a été remplacée par la volonté durkheimienne de lutter contre l'égoïsme, et on peut interpréter son livre Une éducation morale ainsi que ses écrits relatifs à la religion à partir de cette volonté. Durkheim renonce à trouver un remède à l'anomie pour se tourner exclusivement vers la résolution du problème de l'égoïsme,
et c'est bien pourquoi la question religieuse devient le principal souci de la fin de son existence, quoiqu'il faille noter que cet intérêt pour la religion date de 1895. Un siècle après Durkheim, nous constatons que l'égoïsme a été théorisé, je pense ici à un Rand, pour considérer celui-ci comme étant une valeur morale. Je pense particulièrement aux libertariens américains et aux anarcho-capitalistes. Le vice devient une vertu qui maximise ce vers quoi l'homme aspire, posséder toujours plus dans une quête constante de plus-value. Cette idée fut développée par Bernard Mandeville dans la fable des abeilles, qui fit scandale en son temps. Dans une société néolibérale comme la nôtre s'engage un processus qui fait en sorte d'inverser l'ordre des valeurs, par lequel ce qui relevait de l'immoralité et de la démesure dont chacun avait conscience, est devenu une qualité qui détermine l'homme à agir sans que celui-ci s'interroge sur la nature morale ou immorale de ses actes. L'urgence de la situation est donc plus grande et plus grave qu'à l'époque de Durkheim, car ni la religion ni la morale ne sont plus véritablement en mesure de contrarier l'expansion de l'anomie. On ne voit guère comment l'endiguer puisqu'elle est encensée par la société, bien que ce mot ne soit plus lui-même opératoire. D'aucuns veulent faire en sorte de nous laisser penser que la société existe encore, et qu'elle nous parle sur un ton impératif. Or il n'en est plus rien. C'est ici une question qui se pose et qui n'a pas été définitivement tranchée par les sociologues. L'hypothèse selon laquelle l'anomie proviendrait de la dualité de la nature humaine n'est pas un fait dont on peut s'assurer qu'il est fondé. En réalité, on peut faire valoir que l'égoïsme tout comme l'anomie dépend étroitement de la nature de la société et non de la dualité de la nature humaine, quoique Durkheim y recourt dans des textes publiés dans les années 1910. Cette hypothèse a notre faveur. Dans une société comme la nôtre, le suicide anomique est fréquent du fait que les divorces occasionnent son contingent de morts, ainsi que le célibat et que l'économie repose sur l'élargissement de l'étendue de nos désirs au détriment d'une morale qui les limite, dont l'extension engendre le malaise de la modernité, selon Charles Taylor. C'est là une lueur d'espoir, car à partir de l'exercice d'une certaine politique, je veux parler du socialisme et du solidarisme, la société telle que l'entend Durkheim pourrait retrouver les droits qui sont les siens et une existence où prévaut une éthique retrouvée. La question qui se pose est de savoir comment produire une société au sens où l'entend Durkheim, si les individus qui la composent font de plus en plus sécession avec elle, où le sociologue serait dès lors réduit à produire son intellection de la société à partir du seul individualisme méthodologique. S'il y a une raison pour laquelle le concept d'anomie doit être de nouveau employé, c'est bien pour parvenir à la résolution de ce problème qui, a priori, semble insoluble. Il faut avouer qu'on ne voit guère comment l'individu contemporain pourrait s'émanciper de cette logique quasi-carcérale, puisque celle-ci domine les esprits depuis les années 60, et qu'il y a que peu de voix qui se font entendre pour s'y opposer hormis les tenants de la décroissance. La liberté requise par la Beat Génération ne saurait souffrir d'aucune contestation. Aussi la société se réduit-elle au point de devenir une peau de chagrin, où l'individu perd tout repère pour agir à partir de règles dont il doit se faire l'ouvrier à partir de ses propres moyens. Comme l'écrit Durkheim, celui-ci s'abandonne à la rêverie ou à une quête d'une réalisation de soi qui ne repose sur aucun a priori à partir duquel il pourrait parvenir à la réalisation de ses fins. C'est donc pourquoi le concept d'anomie est nécessaire pour rendre intelligible la nature de nos sociétés, dont l'idéal passé d'une harmonie sociale portée par le socialisme a laissé la place à une suite continue de fatigues éreintantes et de désolations à partir desquelles l'homme éprouve désormais l'absence de tout enracinement qui fixait son être dans un projet existentiel commun à tous. C'est ce qui a agi et déterminé la finalité de l'œuvre de Durkheim. Faire société contre un processus anomique où les conditions de son expansion ne sont plus contraintes par quelque arrêt, telle était l'intention de l'auteur du Suicide. Un siècle après, ce devrait être le souci qui nécessiterait d'habiter et d'animer le sociologue, ce d'autant plus que l'anomie tend à devenir de plus en plus aiguë encouragée qu'elle est par un système de valeurs consumériste et exponentiel. C'est pourquoi il est tout à fait justifié pour la caractériser de dire que l'anomie tend vers un infini ayant perdu toute amarre, tel un navire à la dérive. L'homme est écartelé entre une raison qui détermine son être là, et des passions dont le flux emporte les fondations d'un habitat où l'homme s'inscrivait jusqu'alors.
Il en découle l'apparition de souffrances inédites. C'est à partir des travaux d'Alain Ehrenberg que nous devrions engager une réflexion sur l'anomie, car la souffrance d'un nombre croissant d'individus est liée à celle-ci. Nous employons le conditionnel pour cette raison que le concept d'anomie demeure inemployé. Il ne l'est même pas parmi les élèves de Durkheim. Il y a tout lieu d'en interroger la raison. Car quel concept est le plus adéquat pour penser la trame de notre existence, si ce n'est celui d'anomie, sans cependant ne pas occulter le rôle de l'égoïsme dans l'action qui conduit à ce que l'idée de société devienne une abstraction. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout se passe comme si l'anomie avait été perçue parmi les disciples et continuateurs de Durkheim, comme une lubie passagère du maître, qu'il valait mieux passer sous silence sous peine de discréditer son héritage et jusqu'à l'image même de la sociologie. La chose est dite et semble ne souffrir d'aucun démenti. D'autres raisons peuvent être invoquées pour saisir le non-emploi du concept d'anomie dans le champ sociologique. Il est vrai que la pluralité sémantique de celui-ci joue indéniablement en sa défaveur, car un concept implique une délimitation bien définie qui permet un usage univoque de son sens. Aussi faut-il se poser la question qui consiste à savoir si le concept d'anomie en est véritablement un, car son nombre et ses significations ne sont-elles pas multiples ? Déjà, chez Durkheim, celui-ci renvoie à un double emploi. Une première fois dans la division du travail social et une seconde fois dans le suicide. Celui par lequel l'auteur du suicide a découvert ce concept, à savoir Jean-Marie Guyot, 1854 à 1888, en a une toute autre définition. Nous verrons laquelle du fait que c'est à partir de celle-ci que Durkheim a fait connaissance de ce concept. C'est aussi sans compter sur le sort qui lui est réservé par l'école d'Harvard où Merton et Parsons lui donnent un sens qui diverge avec les précédents. Aussi, Philippe Besnard n'est-il pas justifié quand celui-ci juge nécessaire que ce concept doit être abandonné définitivement ? Ne faut-il pas voir dans l'agonie de l'anomie le signe que la discipline sociologique a su surmonter une maladie de jeunesse en se débarrassant d'une notion aussi encombrante que vaine ? Notre lecteur aura compris ma divergence de vue avec P.H. Besnard. Cependant, il est tout à fait indéniable que le concept d'anomie est employé dans de multiples champs disciplinaires. La sociologie en premier lieu, et ses subdivisions, mais aussi l'esthétique, l'éthique, l'épistémologie, la religion, la philosophie, la psychologie et même la mathématique. Autant dire qu'il y a tout lieu de penser avec Philippe Besnard que la notion d'anomie qui possède une circonférence aussi large qu'imprécise implique d'être délaissée pour cette raison que c'est un mot fourre-tout. C'est ainsi que le concept d'anomie est employé à tort et à travers. Il est synonyme d'aliénation, de désordre, d'anarchie, d'insignifiance, de chaos, d'impiété, d'immoralisme, mais aussi d'atomisation du lien social. Sa variation sémantique est tellement multiple que toute classification semble impossible. Son emploi est si abondant qu'il y a tout lieu de désespérer de trouver en lui une idée tout à la fois claire et précise que requiert un concept. En effet, l'emploi du mot anomie pullule de qualifications diverses. Celui-ci a été appliqué à divers rôles sociaux ou professionnels, tels que ceux de producteurs de programmes de radio ou de télévision sujets à l'insécurité propre à une industrie en perpétuelle mutation, d'enseignants, de policiers, de travailleurs de nuit. Le concept durkheimien d'anomie a été invoqué à propos de réactions négatives de personnes guéries d'un cancer, celui d'anomie sexuelle à propos du système de flirt multiple en vigueur chez les adolescents américains ou du libertinage dans la France pré-révolutionnaire. On a encore vu des symptômes d'anomie dans des phénomènes aussi variés que les mariages mixtes chez les Juifs canadiens, la persécution des sorcières en Europe au XVIIe siècle, la formation des sectes chez les portoricains à New York, les rapports entre majorité hindoue et minorité musulmane en Inde, la désintégration sociale du quartier du Trastevere à Rome, les pathologies sociales observées dans les réserves indiennes, le développement de l'alcoolisme, de la criminalité et de la prostitution qui a accompagné l'urbanisation rapide de la Yougoslavie, les effets sur la société israélienne de l'état de guerre permanente avec les pays arabes, l'absence de consensus sur les valeurs parmi les membres d'une même famille, l'émergence d'une culture du narcissisme, les naissances illégitimes, le personnage d'Alceste dans le Misanthrope tel que l'interprète un émule de Jean Duvigneau, ou encore pour décrire la situation des jeunes en galère dans les banlieues françaises comme le fait Dubay.
Cette liste n'est pas exhaustive, loin de là. On trouve ici ou là ce mot d'anomie sans le plus souvent que dans le corps du texte ou du livre, il ne soit réemployé comme s'il n'avait qu'une valeur toute décorative. Philippe Besnard a bien raison de dire qu'il est utilisé à tort et à travers comme un mot purement ornemental, qui désigne une appartenance à une discipline, la sociologie. On le voit, l'anomie a servi de sauce destinée à relever toutes sortes de plats parfois bien insipides. N'est-ce pas en raison de cette hyperinflation du mot anomie, qui a fait en sorte de le diluer au point que son sens a perdu toute sa pertinence que celui-ci, désormais a disparu du répertoire de la communauté sociologique? On peut postuler que oui. C'est en effet une raison suffisante qui justifie la volonté de Besnard de ne plus avoir recours à ce concept. Que peut-on bien comprendre par anomie tant elle s'est dissoute dans un spectre large d'occurrences tant différentes quant à leur sens pour ne pas dire contradictoires? La fluctuation dans les approches descriptives et évaluatives rend peu probable qu'à l'avenir la recherche parvienne à une définition univoque de l'anomie. Voilà donc un concept, faut-il mettre les guillemets, dont l'emploi ne renvoie pas à une unicité nécessaire pour que celui-ci soit considéré comme en étant véritablement un. Voici qui apporte une réponse plausible à notre questionnement sur les raisons de sa disparition du champ sociologique. Désormais, ne faut-il pas renoncer à son emploi du fait que sa définition est polymorphe, que ses usages sont contradictoires voire opposés et pour cette raison qu'est absente toute rigueur solidaire d'une théorie délimitatrice de son champ de détermination tant conceptuel qu'empirique? Il y eut entre 1964 et 1973 une si grande abondance de l'emploi de cette notion qu'il faut bien reconnaître disparate, et par-dessus tout confuse que celle-ci ne pouvait que nécessairement disparaître du fait qu'elle contrevient à l'exigence de ce qu'implique un concept. Ce qu'il faudrait admettre, c'est que le mot anomie n'aurait aucune valeur scientifique, c'est-à-dire qu'il ne peut en rien prétendre être un concept à partir duquel peut s'élaborer une théorie sociologique de celui-ci qui éclaire une réalité empirique. Philippe Besnard voit dans l'usage du mot anomie un phénomène de mode intellectuel interne au champ de la discipline sociologique. Le pic de son usage daterait de 1965, du fait de sa médiatisation mondiale, celui-ci allant même jusqu'à s'exporter au Japon. Il faut remarquer que son déclin est contemporain de sa psychologisation et de son emploi par les travailleurs sociaux. Il n'en demeure pas moins tout aussi vague que flou. L'absence de signification, isolement psychique, sentiment d'exil, vide intérieur, malaise identitaire, angoisse et mélancolie, perte de tout repère et de sens intérieur, immobilisation dans l'inaction, désillusion envers toute utopie, attente déçue, désespoir sans nom, acosmisme généralisé, aliénation de l'homme dépossédé de lui-même, que sais-je encore. Le mot anomie désigne une sorte d'état pathologique au contour mal défini. Il est devenu un mot fourre-tout et ce faisant, il perd toute intelligibilité quant à ce qu'il devrait désigner si celui-ci était l'objet d'un travail qui formulerait sa quadrature théorique. Dès lors, on conçoit que la séduction de l'anomie auprès des sociologues ait été singulièrement émoussée, c'est un euphémisme, par le double mouvement de sa psychologisation et de sa vulgarisation. Aussi, mieux vaut-il s'en débarrasser définitivement sous peine de se soustraire du métier de sociologue et des obligations qui s'y rapportent. C'est à cette conclusion qu'en arrive Philippe Besnard. Pouvait-on jeter le concept sociologique par excellence à la fosse commune? Ce tombeau nous paraît à la mesure de ce vocable un peu magique, dont nous espérons avoir dissipé les sortilèges et que nous aimerions écrire pour la dernière fois, l'anomie. Telle est la dernière phrase écrite par Philippe Besnard dans son livre à propos de celle-ci. Alors, faut-il à notre tour conclure qu'il faille en rester là, et considérer que l'anomie ne mérite plus d'être retenue comme concept qui offrirait une grille de lecture dans ce qui détermine une société dépossédée de ses attributs? Faut-il donc que la sociologie renonce à l'emploi de ce concept, sans que cela n'en affecte aucunement le savoir auquel la sociologie peut prétendre? J'émettrai une réserve et de taille puisqu'elle m'est soufflée à l'oreille par Émile Durkheim. Dans son article « Remarques sur la nature de la religiosité », celui-ci nous apprend qu'il n'a rien de plus flou et de diffus que la religiosité. Il est vrai que je la définis, mais les choses floues et diffuses se définissent. Les choses dont la complexité est la plus confuse peuvent être définies. La confusion peut être exprimée puis dépassée. C'est donc à cette tâche à laquelle nous allons nous atteler,
ce qui revient à confronter les diverses théories qui se rapportent au concept d'anomie. Ce qui me rassérène dans la persistance de la tâche que je fais mienne, c'est que l'on trouve bien une théorie de l'anomie chez Durkheim, bien que Bénard conteste cette vérité démontrée par Bernard Lacroix dans la Revue française de sociologie. Toujours est-il que l'acception d'un mot qui se décline en un usage polysémique peut être ramenée à une définition plus singulière et homogène, si celle-ci est retravaillée par le souci de recouvrer une signification univoque. Celle-ci doit être recadrée dans un champ délimité par un effort de conceptualisation qui remonte des faits vers une problématisation qui en distingue le sens par l'opération d'une rupture avec le sens plurivoque dans lequel on a voulu réduire et enfermer l'emploi du mot anomie. L'objectif de ce livre est donc de donner à l'anomie une cohérence conceptuelle, pour que celle-ci puisse spécifier ce qu'il advient au sein de sociétés ayant perdu l'idée qu'elle se faisait d'elle-même. Travailler sur le concept d'anomie, c'est travailler conjointement sur le concept de société. Interroger l'un, c'est interroger l'autre. Nous ne souscrivons donc pas à la conclusion quant au fait et à la nécessité d'en finir avec un mot si fertile, ainsi que nous l'indique Jean Duvigneau dont Durkheim, nous dit-il, n'aurait pas été conscient. Il nous faut donc en éliminer les multiples scories pour que, de nouveau, il devienne un concept opératoire dans le domaine qui est le nôtre, à savoir la socio-anthropologie voire la philosophie tant dans son domaine moral qu'esthétique. Dans un premier temps, nous allons effectuer un travail de repérage, tel un cinéaste qui identifie et délimite, non sans indécision, les lieux où il s'apprête à tourner. Il configure l'espace où le tournage aura lieu, il en a l'initiative. On dit qu'il fait des prises, il a donc prise sur ce qu'il s'apprête à tourner. Donner un sens plus clair et distinct à ce mot de la tribu sociologique s'impose quitte à faire sécession avec la dite tribu. Il faut néanmoins admettre que Philippe Bénard n'a pas vraiment tort quand celui-ci dit que le problème définitionnel de l'anomie est lié au fait que sa conception est obscure en raison qu'elle est prise dans un réseau de concepts, où celle-ci est comme engluée. Dire de celle-ci qu'elle relève d'une inadaptation à l'ordre social n'est pas infondé. Cependant, cela reste une acception un peu courte et insuffisante. L'homme qui est inadapté à une rationalité instrumentale qui voudrait le réduire à l'état d'objet, souffre d'une forme d'indétermination quant aux fins de l'action du fait qu'elle intervient dans un cadre normatif qui subit une remise en cause de ce qu'elle instituait. Le système technicien appauvrit l'humain en l'assimilant à un simple rouage d'une machine, qui a pour seul horizon son fonctionnement continué où s'épuise toute alternative. Face à cela, l'homme ne sait plus comment organiser son existence. Il est pris de court par ce système qui ne lui offre que la désertion intérieure. On ne sait plus comment agir, et les buts qui précèdent cette crise axiologique perdent de leur évidence et de leur attrait pour répondre à une situation inextricable. En ce sens, l'emploi du mot anomie conserve toute sa pertinence et son emploi se trouve d'autant plus justifié qu'il est à l'origine d'actes suicidaires. Ce n'est pas pour rien que le pouvoir un peu magique de ce terme qui a été la seule invention lexicale de la discipline sociologique a pu avoir connu une telle fortune. Et c'est pourquoi celui-ci mérite toute notre attention, et mobilise de notre part un effort pour le définir d'un point de vue scientifique. Travailler sur le concept d'anomie implique un questionnement de la modernité à partir duquel ce concept apparaît. Ce n'est pas sans raison qu'il se manifeste à cette période, et celui-ci nous en apprend beaucoup sur la logique d'une modernité que Guyot comprend comme passage et évolution de l'autonomie vers l'anomie. Mon premier livre sur ce sujet considérait que les travaux que Durkheim avait consacrés à la morale, à l'éducation, au socialisme et enfin à la religion s'expliquaient par une volonté d'endiguer le processus anomique pour le contenir dans des limites bien arrêtées. Cette hypothèse est-elle sans fondement ? Il est tentant de le croire. Celle-ci méritait d'être posée quand bien même nous nous sommes fourvoyés du fait qu'il faille bien admettre que Durkheim n'est pas le sociologue de l'anomie. C'est tout du moins ce qu'estime Philippe Bénard, contrairement à Guyot et à Jean Duvigneau. Sa vérité du moment, l'anomie comme mal de l'infini, est bien celle qui est nôtre depuis que la société a vu disparaître tout lien qui instituait un rapport avec un héritage dont son être était tributaire. Nous verrons pourquoi. Si nous trouvons chez Durkheim une théorie de l'anomie en mesure de répondre aux enjeux propres qui traversent nos sociétés contemporaines, il nous faut se l'approprier. Même si Durkheim après 1902 a abandonné le concept d'anomie,
celle-ci ne reste-t-elle pas en arrière-plan? Si le mot anomie renvoie à Durkheim, il ne faudrait cependant pas éluder la pensée fort originale pour son temps de Jean-Marie Guyot, laquelle souscrit à l'idée que ni la morale ni la religion ne sont pas si étrangères au phénomène anomique, bien que la signification que celui-ci accorde à l'anomie n'est en rien comparable au sens que ce concept d'anomie prend chez Durkheim. L'histoire aura oublié Guyot, pour ne retenir que la définition durkheimienne de ce concept. Le débat qui aurait pu s'instaurer eût été passionnant. C'est pourquoi nous allons faire en sorte qu'il existe par une étude comparée entre ces deux auteurs, afin d'éclairer leur lecture du concept d'anomie. La première exigence quand on travaille sur ce concept, c'est de faire en sorte de ne pas s'arrêter à sa seule étymologie, car nous ne tirerions de celle-ci qu'une acception dont on peut dire qu'elle est bien vague, désignant une absence de loi et de normes, ce qui est le propre de l'état de nature chez Hobbes. Ni Jean-Marie Guyot, ni Émile Durkheim, ni Merton, ni Jean Duvigneau n'entendent ce mot sous ce sens. Ce qu'il faut dire, c'est que son usage durkheimien aura absorbé toute autre définition de l'anomie. C'est pourquoi il ne faut pas faire en sorte de réduire le sens de ce concept à la seule problématisation durkheimienne. Il faut le voir sous un autre angle, et c'est ce qui explique le titre de cet ouvrage. Il nous faut mobiliser d'autres perspectives et d'autres éclairages pour faire en sorte de le comprendre dans une diversité qui peut être dépassée, et ne pas se résigner à la lecture qui en a été faite par Durkheim. Dans notre premier livre sur l'anomie, nous n'avions retenu que l'acception qui est la sienne dans le suicide parce que c'est dans ce livre que Durkheim développe précisément une théorie de l'anomie. Il ne faudrait cependant pas passer sous silence l'emploi qu'en fait Jean-Marie Guyot à la fin du XIXe siècle, car celui-ci voit plus loin que Durkheim et accorde une valeur positive à ce concept d'anomie dont il tire une théorie morale. Ce à quoi aspire Guyot, c'est à une morale sans obligation ni sanction, c'est-à-dire une morale anomique à laquelle Durkheim s'oppose avec la plus grande véhémence. Aussi consacrera-t-il son œuvre dans l'édification d'une théorie morale quelque peu entachée de religiosité. Peut-être peut-on y voir un début de réponse quant à une possible résorption de l'emploi du concept d'anomie. Celle-ci est bien réelle, et c'est ce que nous allons démontrer. C'est pourquoi nous pourrions considérer que le concept d'anomie n'appartiendrait plus qu'à la seule histoire des idées, dont la vie aura été écourtée du fait que ce mot ne pouvait pas être intégré dans quelque théorie. La finalité de notre entreprise est donc de s'en emparer de nouveau, pour rendre compte de son actualité brûlante tout autant que pour s'étonner de son oubli. Pour reprendre l'expression à Jean-Pierre Lebrun, nous vivons de plus en plus dans un monde sans limite, du fait que le surmoi n'opère plus son travail de régulation des désirs. Ce monde sans limite nous fait songer à Durkheim quand, à propos de l'anomie, celui-ci la caractérise comme « mal de l'infini ». Il n'est pas vain de penser que la critique opérée par Durkheim à propos de l'illimitation des désirs renvoie à la façon dont Freud conçoit l'instance morale qu'est le surmoi. C'est une piste qui me semble crédible, et qui mériterait assurément une lecture croisée entre ces deux auteurs. À l'homme qui est tourmenté s'offrent à lui deux possibilités, ou bien le suicide anomique ou bien la résignation fataliste. En effet, à vouloir désirer sans fin et à en perdre l'haleine, ceci ne peut mener celui qui en souffre à la conscience d'une impossibilité à pouvoir satisfaire et réaliser ses désirs. Aussi, s'il reste encore quelque sagesse à l'homme, celui-ci choisit finalement de renoncer à leur réalisation. La nécessité de cette sagesse est présente chez Durkheim du fait qu'il rétorque à Guyot qu'une morale anomique, c'est le mal, d'une vie sans repère tangible dans laquelle l'homme s'abîme dans un puits sans fond. Aussi faut-il renouer avec la pensée de Durkheim, car elle est précieuse dans la compréhension de sociétés de plus en plus fluides, liquides, dirait Zygmunt Bauman, privées de repères signifiants à partir desquels l'homme pourrait arrimer son existence. Il nous faut prolonger la réflexion qui était la sienne sur l'anomie, repartir du chapitre sur le suicide anomique, pour ambitionner la volonté d'établir une théorie sociologique qui illustre le désarroi contemporain dans le fragile espoir de travailler à son dépassement. Ce concept d'anomie peut être appréhendé à partir d'un affaiblissement de la volonté de vivre, tel que Durkheim le conçoit dans la division du travail social, et qui nous mènerait à interroger la pensée de Schopenhauer. Cette fatigue liée aux atermoiements d'une volonté qui ne parvient pas à fixer ses buts, conduit celui qui en est atteint au suicide.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.